Nous abordons maintenant la seconde partie de cette émission. On va parler du Togo municipal du 30 juin 2019, les leçons d'un scrutin dit historique. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce vendredi 5 juillet les résultats provisoires de ce scrutin, comptant pour 114 des 117 communes du Togo. Et au vu de ces résultats, eh bien, c'est le parti au pouvoir qui a largement remporté les élections avec plus de 60% des sièges de conseillers municipaux dans 114 communes. Selon donc ces résultats, UNIR remporte 895 sièges sur 1490. L'ANC est en seconde position avec 134 sièges, suivi de la coalition des 14 avec 131 sièges. L'Union des forces de changement vient en quatrième position avec 44 sièges, suivi du nouvel engagement togolais avec 33 sièges. 3 communes n'ont pas pu voter, 2 pour des raisons techniques et une commune au moins pour des violences qui sévissent dans ces lieux. On va donc tirer les leçons de ce scrutin. Alors, je suis toujours avec mes deux invités, Mohamed Madi Diabakate et Franck Kepomé. Alors, la première leçon, je voudrais qu'on commence d'abord par parler de l'OGE, l'organisme de gestion des élections, la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai qu'on a dit que ça a été une première élection depuis 32 ans. Pour la CENI, c'était également le cas. Est-ce que vous direz, in fine, que ça a été un défi relevé royalement par la CENI? Un défi relevé royalement, peut-être si on dit que c'est une élection locale qui, je dirais, démocratique. Parce que vous l'avez dit, plus de 32 ans, on n'a pas connu les élections locales dans notre pays et que l'organe de gestion était obligé d'aller à l'école de la gestion de ces élections locales. Là, on peut dire, par rapport aux résultats et ce que nous avons jusqu'à ce jour, donc c'est un défi qu'ils ont relevé. Mais si ce n'est pas l'organisation des élections, c'est presque les mêmes dispositifs qui sont là et que c'est de la routine. Donc, au fait, il n'y a rien de spécial par rapport à cela. Donc, moi, je dirais que si c'est pour cette élection où nous avons assez de circonscriptions électorales et qui va amener à faire des décomptes par rapport à ces différentes circonscriptions, je dirais que c'est un fait nouveau. Et par rapport au respect du temps de proclamation des résultats, je dirais que la CENI a relevé ce défi. Défi relevé pour vous, Mohamed Madi Diabakate? Vous savez, j'ai toujours la soif de l'excellence. Je ne suis pas promoteur de l'à peu près ou bien du l'essentiel, c'est que ça ait marché. Vous savez, Franck a fait allusion à un aspect technique, c'est-à-dire nous avons eu l'impression dans la proclamation de ces résultats comme si les CELI ne servaient à rien au Togo, sinon que recevoir les résultats compilés et on vient remettre à la CENI. Ce qui, pour moi, n'a rien d'innovant et on reste dans du classique. Donc, en fait, les élections locales sont le socle de la décentralisation, mais la CENI, organe décentralisé, n'a pas pu faire éclore le potentiel de décentralisation de son infrastructure à elle-même. Des gens aujourd'hui, vous me dites qu'il faut 48 heures pour faire un recours devant la Cour suprême. Vous venez proclamer des résultats à Lomé, au siège de la CENI. Le candidat qui est à Djarpanga, vous voulez qu'il fasse quelle acrobatie pour pouvoir faire ce recours? C'est-à-dire, il y a des aspects, ces élections ont une particularité, c'est que ce n'est plus une question générale. Et vous verrez tout à l'heure que même en donnant les résultats, la CENI a induit tout le monde en erreur parce qu'on nous fait croire que UNIR a eu tel nombre de pourcentages. Alors que les élections locales ne se jouent pas comme ça. Tu peux avoir même tel nombre de, comment dit-on, de conseils municipaux. Ça ne veut même pas dire que tu puisses prendre le contrôle de la mairie dans telle localité. Donc, la façon de proclamer a induit tout le monde en erreur, alors qu'aujourd'hui, on devait être en mesure de dire que UNIR
a pris tel nombre de communes, voilà, de circonscriptions, où on est sûr qu'ils ont la majorité pour pouvoir contrôler ces communes. Sinon, si additionner les chiffres et autres, ce n'est pas ça le travail technique qu'on attend de la CENI. Maintenant, un autre aspect, vous constaterez que la CENI en soi-même n'est qu'un agent opérationnel. On fait les textes, on lui amène, on dit débrouille-toi pour que ça passe. Sinon, sur ces mêmes élections, vous allez voir que les textes disponibles pour ces élections ont été faits dans la précipitation. Quand je parle même de processus de décentralisation, même le découpage, tout ça, on a l'impression que c'est quelque chose, et on dit bon, il faut aller, et on fait un découpage. Ce découpage tel qu'il a été fait a contraint la CENI à travailler d'une certaine façon, mais a contraint même les candidats à travailler d'une certaine façon. Aujourd'hui, si nous prenons ce quartier dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas capable de me dire qui est le conseiller de votre quartier. Vous voyez, parce qu'on a mis l'élection dans une approche de liste où il suffit de ramasser tel nombre de bonhommes, et ça veut dire que dans 2 mois à 3 mois, quand vous aurez des problèmes dans votre circonscription, vous n'avez pas un élu de votre zone à qui vous adressez, mais vous êtes obligé d'aller prendre une audience chez un maire à la mairie pour exposer un problème qui aurait pu être réglé avec un conseiller élu de chez vous. Et vous allez voir même que le découpage tel qu'il a été fait dans la précipitation, vous allez même aller retrouver que tous les conseillers municipaux habitent un même quartier et les autres quartiers sont abandonnés. Donc, pour ma part, ce n'est pas la faute de la CENI, c'est un peu ceux qui se sont précipités dans les textes. Et notre souhait, c'est effectivement d'apprendre de ça pour voir comment est-ce que prochainement on va à un scrutin où on sait que dans telle circonscription-là, voici le conseiller, il est là, ainsi de suite. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, comme l'a dit Mohamed Madi Diabakate, la CENI, on a eu comme l'impression qu'elle a dû travailler avec des tests qui, confrontés à la réalité, ne répondaient pas vraiment, mais c'était l'existant, il fallait faire avec. Oui, effectivement, comme il a souligné, il faut faire avec, parce que cette élection locale était tant souhaitée par les Togolais. Et il faut qu'on l'organise. La précipitation par laquelle ça a été organisé a mis tous les acteurs dans une difficulté énorme. Aussi au niveau de l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir par rapport à la constitution de la liste. Puisqu'ils ont pris des cantons pour constituer des communes. Normalement, pour constituer la liste, il va falloir que les personnes viennent de ces différents cantons. Ce qui permettra à chaque conseiller de pouvoir défendre les desiderata ou les besoins de son canton. On suppose que les cantons sont constitués de villages et que le conseiller est censé connaître les réalités de ces différents villages. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On risque, comme beaucoup de gens le disent, que on ne maîtrise pas pourquoi on fait cette élection. Et vous allez constater, c'est ça qui s'est manifesté par assez de boycott au niveau de la ville de Lomé, où le taux de participation était très faible. On va en parler tout à l'heure. 20% ou 24%. Mais dans les autres villages où il y a eu de mobilisation, vous avez constaté que le taux est monté, ce qui fait qu'on tourne autour de 60% par rapport au taux de participation. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une communication énorme autour de ce processus, ce qui n'a pas été fait. Nous osons croire que maintenant que les conseillers sont mis en place, les partenaires techniques et financiers, en partenariat avec le ministère de l'Administration territoriale, vont faire un travail de communication, de mobilisation, de sensibilisation pour que les citoyens puissent comprendre les enjeux de la décentralisation et de ces élections locales, comment ils doivent travailler avec les élus locaux et comment avec les élus locaux, ils doivent trouver les moyens pour promouvoir le développement des localités. Sinon, beaucoup de ceux vont se dire que bon, ils sont élus, c'est à eux de chercher les moyens pour promouvoir le développement. Donc, ça va être même un aspect qui m'a fait tiquer, c'est le vote anticipé des forces de défense et de sécurité. Vous savez, ce vote, pour moi, a été absurde. Pourquoi? Parce que ces forces de défense et de sécurité
on n'est pas dans le schéma classique d'une élection présidentielle où on pouvait faire ce vote anticipé. Voilà. Et le message n'a pas été expliqué aussi aux gens. Parce que je peux comprendre qu'une caserne ou un camp militaire peut être du ressort territorial d'une commune donnée. Voilà. Et là, on peut penser à ce vote. Mais tel qu'on le fait de façon classique, les gens en sont arrivés à se demander, mais ces militaires, quand ils vont voter, là, on va donner ça à qui après? Donc, je pense... Et puis sur ce coup-là, il y a quelqu'un qui m'expliquait qu'on aurait pu, par exemple, dans les casernes où on votait, installer des bureaux de vote selon les communes. C'est-à-dire, si on est dans le Golfe, dans tous les Golfes, on en a 7, on fait 7 bureaux de vote qui correspondent à Golfe 1 jusqu'à 7. Et chaque militaire, en fonction de sa zone de résidence, s'aligne devant son Golfe. Mais ce que me disait la personne, c'est que dans un des cas, on a installé qu'un seul bureau de vote qui correspondait à un Golfe précis et tous les militaires ont voté pour ce Golfe-là. Voilà. Et je ne vais rien reprocher à la CENI sur le coup, mais je dirais encore une fois de plus que ceux qui ont rédigé les textes ont manqué de vigilance sur cet aspect. Et si tu le permets, ça me ramène à un débat. Chaque fois, on a ce problème de vote anticipé des militaires, vote anticipé des militaires. Je pense que la loi... C'est typiquement togolais? C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire, quand vous prenez le Sénégal, les militaires n'ont pas le droit de vote. Vous prenez la Ils n'ont pas le droit de vote. Oui, ils n'ont pas le droit carrément. de vote. Carrément. Okay. Vous prenez la RDC, les militaires et policiers n'ont pas le droit de vote. Voilà. Donc ça veut dire que, tout comme à ces corps spécifiques, on a restreint l'exercice du droit de grève, le droit de vote leur a été également retiré. Donc ça veut dire pour moi, et ça c'est ces idées que je veux faire passer pour que les gens apprennent à améliorer les choses. Au-delà de tout ce qu'on dit aujourd'hui, si un militaire est en activité, et pour éviter les cris, tout ça là, soit on lui dit, tu votes là où tu es déployé, tu as ton ordre de mission, tu peux voter là-bas, à ce titre, comme tout le monde, le jour des élections. Et vous savez que le jour des élections, avant qu'on ne commence le vote, les membres du bureau de vote votent en premier. Qu'est-ce qui empêche que les militaires déployés aussi puissent voter en premier avant qu'on ne lance l'opération? Mais il y a un membre de la CENI qui a dit que le vote par anticipation avait été introduit parce que les citoyens dans les années 90 se plaignaient de ce que les militaires arrivent en treillis, parfois armés, et ils étaient intimidés. Oui, c'est-à-dire nous sommes dans un contexte où on apprend à évoluer. En 90, le militaire représentait une menace pour le citoyen. Même aujourd'hui, quand on déploie 2 militaires quelque part, quand l'un doit bouger, il laisse l'arme à l'autre, il va voter, il revient, il reprend la position, il reprend l'arme, l'autre aussi va voter. Il y a des façons d'organiser. Ou carrément, on fait comme le font beaucoup de pays, on retire ce droit de vote. Et je vais même plus loin. Les membres de la CENI, je pense qu'il faut leur retirer également le droit de vote. Ah oui. Parce que c'est la seule façon, parce que quelqu'un qui est là pour un processus électoral et qui au même moment se comporte en quelqu'un qui doit choisir quelqu'un pour qui il vote. Vous voyez un peu comment est-ce qu'il va travailler au moment même de la compilation des résultats, quand il va constater que son choix n'est pas celui qui est privilégié. Donc, il y a des choses chez les autres de bon qu'on peut copier. Il y a des choses que nous-mêmes, on peut voir et améliorer de par notre histoire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je reste convaincu qu'au lieu de se satisfaire de ce qu'on vient d'organiser, essayons de voir rapidement les tests que nous avons, comment est-ce qu'on peut les améliorer pour aller de l'avant. Est-ce que pour vous, quand même, dans la façon dont la CENI a conduit le processus, c'est plutôt bien, ou bien il y a beaucoup de points sur lesquels vous pensez que la CENI doit revoir la copie? Oui, bon, par rapport au travail de la CENI, que tout le monde connaît, je pense que, comme nous l'avons souligné, la façon de proclamer les résultats, de compiler, laisse croire que tout le Togo est une circonscription. Puisqu'on a dégagé 800 et quelques
conseillers pour UNI, avec un pourcentage de 60 et quelques, cela laisse croire que UNI aura toutes les mairies. Oui. Donc, il faut améliorer aussi la proclamation. Les bienvenus sont proclamés par circonscription électorale. Mais la compilation, c'est là où il faut revoir. Parce que c'est au sein du conseil qu'on va élire les maires. Et nous constatons que dans certaines circonscriptions, UNI se retrouve avec 6 où il faut 19 conseillers. Ça veut dire que UNI est réduit minoritaire dans cette zone. Donc, je pense que c'est une façon traditionnelle de proclamer les résultats et la CENI s'est inscrite dans cette dynamique. Donc, il faut aller à l'amélioration des choses. Donc, on parle de l'existence ou de ce que nous avons vécu avec les insuffisances. Je pense que la CENI va produire son rapport. Les insuffisances relevées, donc que les dispositions soient prises pour améliorer les échéances à venir, c'est-à-dire 2024. Alors maintenant, on va parler d'un autre aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le ministère de l'administration territoriale. Est-ce que son rôle joué avant, pendant et pendant ce processus vous a semblé un rôle plutôt positif? Je dirais que le ministère de l'administration territoriale a plus fait de la politique que de l'administration. Et je dis qu'il a fait de la politique parce que celui qui a normalement les leviers en matière d'organisation de l'élection, c'est la CENI. Et la CENI bénéficie de l'appui du ministère et des autres services de l'État pour faire son travail. Mais quand vous voyez les choses, et d'ailleurs, vous verrez que au niveau des membres de la CENI, il y a toujours quelqu'un qui représente l'administration. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, le ministère, il est déjà absorbé dans la CENI en matière électorale. Mais quand j'ai vu par exemple des correspondances, enfin, des choses par rapport à l'observation et autres, du ministre de l'administration territoriale, quand je vois ces correspondances, je vois le contenu, ça me fait tiquer. C'est comme si c'était des injonctions qui étaient données à la CENI sur des arguments qui n'avaient aucune base réglementaire ou juridique ou administrative. Donc, c'est dire que l'organisation des élections, il faut qu'on clarifie les choses. C'est la propriété exclusive de la Commission électorale nationale indépendante. Mais dans le cas de l'organisation, elle bénéficie de l'appui d'autres entités. Donc, à ce titre, je dirais peut-être que c'est la CENI qui n'a pas su jouir de son pouvoir comme cela se doit et a voulu le partager avec le ministère, ce qui a créé des interférences qui font tiquer ça et là. Sinon, sur d'autres aspects, contrairement aux élections passées, on peut dire que ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je salue aussi le fait qu'il y ait systématiquement une communication. L'information passe quand même, ce qui permet de mettre fin aux rumeurs et autres. Donc le travail, il est fait, sauf qu'il faut que la CENI se ressaisisse et relise ses prérogatives pour pouvoir travailler avec chaque démembrement de l'administration pour les besoins pour lesquels ils sont sollicités. Parce que même quand vous allez dans la loi électorale sur la collaboration entre le ministère et la CENI, je pense que le plus important, c'est au niveau de l'accréditation des observateurs internationaux. C'est là où clairement il y a ce filtre qui est fait par la CENI et mis à disposition du ministère pour la validation. Quand vous voyez d'abord, il y a un code de l'observation des observateurs qui également existe et c'est ce code qui est applicable à l'observation au niveau local et c'est les termes de référence de ce code normalement qui devaient guider les orientations. Moi, je suis de ceux qui disent que nous avons des textes qui ont prévu beaucoup de choses. Sauf que dans la façon d'agir, on agit sans connaître les textes qui guident l'action qu'on fait. Et c'est là où vraiment il faut que les choses soient clarifiées, que chacun retourne dans la loi électorale pour savoir pour telle élection spécifique
quels sont ce qui est prévu. Alors, Franck Epomé, c'est vrai que quand on parle du ministère, on voit en même temps, puisque Mohamed Madi Diabakate l'évoquait, la question de l'observation. Oui. L'organisation que vous présidez avait voulu observer cette élection. Vous avez eu une fin de non-recevoir de la part du ministère. Ça vous a semblé être un abus d'autorité? Je ne dirais pas un abus d'autorité, mais c'est que ça nous a étonnés. Étant donné que depuis 2007, la CNSC a fait ce travail avec professionnalisme et de neutralité. Oui. Donc, on ne comprend pas pourquoi, pour les locales, la CNSC ne puisse pas être autorisée. Les raisons avancées par le ministère de l'administration territoriale, donc on a pris acte de ces raisons. Elles sont justifiées? Et justifiées, parce que lorsqu'on parle de sources de financement douteuses, ben on se pose la question de savoir sur quels critères, sur quelle base ces informations, le ministère a eu ces informations. Étant donné que le ministère peut facilement suivre les flux au niveau de notre compte. Oui. Et s'il y a un financement illicite, le ministère peut être informé et nous interpeller. Deuxième chose, pour toutes nos activités, nous travaillons en parfaite harmonie, en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale. S'il y a de ces cas, on peut facilement appeler les premiers responsables et discuter avec pour voir comment ensemble on doit rentrer dans cette dynamique. Moi, je me dis peut-être que nous avons souffert d'une communication en notre sein. Parce que par rapport au passé, toutes les observations que nous voulons faire, on s'adresse au ministère. On discute avec le ministère, on lui présente nos sources de financement. Et le ministère donne son accord aux partenaires de nous financer. C'est en ce moment que le partenaire nous finance. Peut-être on n'a pas fait cette démarche et ça a laissé croire au ministère qu'il y a un source de financement illicite, ce qui n'est pas vérifié. Donc, comme je l'ai dit, c'est une incompréhension. On va travailler pour relever ou pour que chacun puisse être au même niveau d'information pour que les prochaines élections, la CNSC puisse jouer encore sa partition étant une partie prenante au processus électoral pour crédibiliser ou relever les insuffisances s'il y en a pour que les processus prochains puissent être améliorés. Oui. Bon, peut-être, je comprends mon frère Franck et il est de bon ton qu'il soit diplomate. Voilà. Mais il va falloir souffrir que moi, je ne le sois pas. Pourquoi je ne le serai pas? Parce que, vous savez, nous sommes en train de construire un état de droit. Et dans un état de droit, il y a des recours administratifs qui existent. Ouais. Cette lettre et ce refus d'accréditation, normalement, doivent être connus d'un juge administratif. Je pense que tout ça aussi, ça aide à construire ce pays. Au lieu de dire, bon, oui, on comprend, il y a eu peut-être une incompréhension. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire quelque chose officiellement et après passer des coups de fil pour dire, bon, c'est pour ça que je... Non, parce que ça crée des précédents. Et le précédent aujourd'hui, pour nous, c'est que il n'y a pas de garantie que la CNSC soit là en 2020 pour observer des élections. Alors que notre tendance aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'observation nationale puisse prendre le pas sur l'observation internationale. Mais si on ne commence pas à créer des précédents qui fragilisent nos bases, il y a problème. Et là, je vais vous faire le reproche que je fais le plus souvent aux partis politiques, celui de ne pas chercher sur un acte administratif à saisir le juge pour que les choses puissent revenir à la normale. Pour moi, il faut le faire. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de la CNSC, mais c'est dans l'intérêt de toute organisation qui cherchera à participer à l'observation des prochaines élections. En termes de financement, un financement, il est douteux comment? Nous avons des associations. Même la CENI, la loi autorise la CENI à recevoir des dons sur autorisation du gouvernement. Mais la loi nous autorise, nous les associations, à recevoir nos dons pour mener nos activités. Quand vous voulez mener une activité et que vous avez un soutien financier, pourquoi est-ce qu'on veut parler de douteux? Est-ce à dire que tout ce que les associations vont faire aujourd'hui, il faut venir s'asseoir devant le ministère pour lui dire c'est X qui m'a donné, c'est Y qui m'a donné? Je vais vous raconter mon expérience personnelle que j'ai eue avec
certains partis politiques. Dans le cadre du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises, on organise ce qu'on appelle le programme Jeunes politiques. J'ai une fois été appelé par un responsable d'un parti politique de l'opposition qui me dit « Mais vous avez un très bon projet, mais qui vous finance ?» J'ai dit « Est-ce que la source de financement va influencer votre décision d'envoyer les jeunes de votre parti ?» Il dit « Oui, peut-être. » J'ai dit « Ok, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'argent vient de notre poche et de bonne volonté au Togo, qui sont membres du centre, qui mettent l'argent dedans. » La personne me dit « Non, ce que vous faites là est trop grand pour que cet argent puisse venir de votre poche. » Alors, vous savez, ça m'a fait tiquer. J'ai dit « Mais dans ce pays-là, donc, les gens ne peuvent... Non, les gens même d'abord pensent qu'un Togolais ne peut pas sortir l'argent de sa poche pour mener une activité, qu'il faut d'abord écrire un projet, soit à une ONG internationale pour vous donner des financements, ou bien il faut aller faire les courbettes au ministère pour prendre des financements et travailler. Donc, c'est aussi une mentalité qu'il faut corriger. Une association a des moyens, mobilise les moyens pour mener ses activités, pour atteindre un impact et un objectif. Donc, essayons de clarifier les choses et allons de l'avant. C'est vrai, Franck, sur le coup, la CNSC n'était pas seule, il y avait ACAT et puis la CNJ, le Conseil économique, justice et paix, qui ont été également recalés sur les mêmes motifs. Hein. Oui, effectivement, sur les mêmes motifs. C'était 3 organisations. Je dirais 2, ACAT en tandem avec la CNSC et puis le Conseil économique, justice et paix. Donc, les raisons évoquées, comme je l'ai dit, ça nous a vraiment étonnés. Mais du moment où nous nous supposons que le gouvernement a ses moyens de faire des enquêtes, de recours des informations, c'est au gouvernement maintenant d'expliquer sur quelle base juridique ou sur quelle base, quelle information il a pour dire que c'est source de financement douteux et que ces organisations-là prennent parti sur une position ou un parti politique donné. Jusqu'à ce jour, je ne vois aucun responsable de la CNSC ici au Togo qui a pris de position pour un parti politique donné. Même avec les événements que nous avons vécus au Togo jusqu'aux élections législatives, la CNSC a été taxée de béquille du parti au pouvoir. Et vous vous êtes rappelé, il y a un article où on a fait ressortir le ministre Kondo et Franck, qui sont maintenant dans les coulisses du parti au pouvoir pour crédibiliser les législatives de 2018. Nous sommes étonnés qu'aujourd'hui on nous dit que nous prenons parti pour un parti d'opposition et que nous ne pouvons pas être accrédités pour observer. Mais ni vous, comme l'a dit Mohamed Madi, ni vous, ni le Conseil écuménique, personne n'a voulu faire recours. Oui, personne n'a voulu faire recours parce que nous, au niveau de la CNSC, c'est peut-être aussi ça qui va amener le ministère ou les autorités à savoir que on n'a pas des bambins dans le pays, c'est des gens qui connaissent leurs droits et qu'un ministre du haut de son siège dans son bureau ne peut pas écrire pour dire « je ne vous permets pas » sur des bases qui lui sont propres. Hein. Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, nous, au niveau de la CNSC, nous prenons toujours l'appel à la compréhension. Donc, on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Nous voulons toujours travailler en harmonie, en collaboration avec ce ministère et nous osons croire que c'est un incident de parcours et que cet incident sera dissipé dans les jours à venir pour que le ministère puisse encore avoir cette considération grandeur nature à la CNSC pour faire son travail de bonne gouvernance dans le pays. Ok. Troisième point sur lequel on va tirer la leçon, c'est le taux de participation. C'est vrai que le taux a un peu dandiné. Hein. À la nuit électorale, on a parlé de 60 à 65% de participation. Les lendemains, on a dit 50,5%. Et puis hier, finalement, je pense qu'on a été fixé. On parle de 52,46% de participation. Quoi qu'il en soit, c'est très faible pour ce qu'on connaît comme élection au Togo. Bon, c'est faible, mais ça s'explique. Hein. Vous savez, il y a un désintérêt du Togolais en général envers la chose politique. Parce que les gens sont fatigués, les gens se disent, bon, faites ce que vous voulez, à quoi bon?
ou parfois même, aujourd'hui, on a une population qui quand même parfois prend le temps d'analyser, de dire, mais ceux qui sont nos leaders qui sont devant nous là, ils prennent qui pour le dindon de la face. Ouais. C'est-à-dire, si je suis de l'opposition et que j'ai vu des partis politiques d'opposition qui avaient droit à 8 places à la CENI et qui ont dit, si on n'a pas la 9e là, on n'est pas sûr que ça va marcher, donc on n'ira pas. Et que les mêmes aujourd'hui qui ont 2 places altérées viennent pour dire qu'ils prennent pas et quelques moments après commencent par crier au scandale qu'il y a fraude ici, il y a vol ici. Vous savez, ce sont des choses que les Togolais prennent le temps de voir et commencent par réagir par rapport à ça. Je prends quelqu'un qui est du parti au pouvoir, il est là, il se dit, bon, dans tous les cas, nous, on a préparé cette élection. Les autres, ils ne sont pas partout. Nous avons mis les moyens. Quoi qu'il arrive, on sera gagnant. Pourquoi il va participer? Mais de façon générale, il y a un désintérêt progressif de la chose politique pour les Togolais. Je ne dirais pas que ce sont les Togolais seulement. On peut le constater en France, on peut le constater dans d'autres pays. Mais si nous n'arrivons pas à ramener une confiance entre les Togolais et les institutions, on aura des taux de participation plus bas que ceci. Et cela me ramène encore à un manquement de la loi qu'il faut peut-être voir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut me servir comme refrain, peu importe le taux de participation, les élections, ça passe. Ça passe. Justement aussi, pour donner toute la force à un élu ou bien un pouvoir, il faut qu'on puisse quand même dire qu'il y a un seuil de représentativité qui doit être exprimé. Je ne vais pas demander à ce que le droit de vote devienne obligatoire et que ceux qui ne votent pas soient sanctionnés, mais il faut réfléchir à quelque chose où on a un seuil minimal qui doit être atteint pour chaque type d'élection. On le définit par rapport aux différentes élections. Et également, on redonne cette confiance aux citoyens en rendant le vote un peu obligatoire parce que il est où l'intérêt du vote? C'est-à-dire, aujourd'hui, d'aucuns diront je ne vais pas voter parce qu'il y a toujours une masse qui est là. Non. Aujourd'hui, nous avons les moyens de créer le maximum de bureaux de vote pour faciliter, pour avoir la fluidité. Mais également, nous avons les moyens de rapprocher les bureaux de vote des populations. Mais quand nous restons dans l'optique de... La CENI ne grandit pas avec les enjeux du moment. On est resté dans les anciens schémas, ce qui ne nous arrange pas. Normalement, il faut qu'on puisse être dans une posture où les gens puissent avoir le bureau de vote à 1 km au maximum de leur lieu d'habitation. C'est un peu ce qu'on a eu cette fois, je crois. On a eu 9005 bureaux de vote. C'est le plus grand qu'on a eu de tous les scrutins qui sont passés. On a eu les nombres de bureaux de vote, mais dans les mêmes centres. Oui, les écoles. C'est-à-dire, c'est les mêmes centres qui ont vu leur capacité augmenter. Ce n'est pas qu'on s'est plus rapproché des populations. Mais c'est vrai que ça peut donner une certaine fluidité. Donc, je pense qu'il y a ces aspects qu'il faut essayer de revoir. Mais en entendant, en se basant sur la loi, on peut dire que 0% de participation, 50% de participation, dans tous les cas, il y a eu les élections. Il y a des conseillers municipaux qui sont élus. Il y aura bientôt des maires qui sont élus d'office, d'autres qui vont être élus à travers des alliances. Donc, alors, ça va. Franck, la participation, vous avez commencé par le dire tantôt, on l'a vu très, très faible dans les Suds, très, très élevé dans le Nord. Oui, et ça se comprend pour le fait que c'est dans le Sud qu'il y a la majorité des partis d'opposition. Et ces partis ont dû démobiliser leur électorat au début. D'abord par rapport au recensement de décembre et aux élections législatives de 2018 en octobre. Donc il y a eu cette démobilisation. Donc beaucoup de citoyens ne sont pas
enrôlés sur la liste électorale. Maintenant, quand on a décidé de faire cette révision de la liste électorale, avec la lenteur qu'on a constatée par rapport au dispositif, vous comprenez aussi que beaucoup ne sont pas enregistrés. Donc, ce sont des éléments qui entrent en jeu. Deuxième chose... Mais en termes d'enrôlement, on avait quand même un bon taux, hein, 3 400 000, c'est relativement bon. Oui, 3 400 000, c'est relativement bon, on n'en disconvient pas, mais si on aurait dû permettre à tous ceux qui sont en âge de voter de pouvoir s'enrôler, on pourrait avoir plus par rapport à ce nombre. Donc, c'est là où il faut aller à l'école de la Mauritanie, qui est l'informatisation de l'état civil. En ce moment, quand on a 18 ans, on n'a plus besoin d'aller se faire enregistrer, enrôler sur une liste électorale. On est d'office. Donc, la CENI a déjà le fichier électoral. Ceux qui ont 18 ans et plus. À disposition. Donc, vous savez, c'est cette activité d'une élection qui coûte plus cher. Le recensement et l'enrôlement. Donc, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, quand l'opposition est rentrée encore dans la cadence, arrivé à un moment, il y a un doute. Faut-il aller? Faut-il ne pas aller? Ça a encore démobilisé les gens. Et vous comprenez que quand ils sont engagés dans la campagne, il n'y a pas eu assez de communication. Les gens ne maîtrisent pas pourquoi on veut aller à ces élections-là. Donc, on se dit, non, c'est comme d'habitude une élection normale, donc je n'ai pas besoin de voter. Parce qu'on sait que si on vote, il y aura un parti qui va gagner toujours. Donc, je n'ai plus besoin de voter. C'est ce qui fait que dans les grandes villes, surtout à Lomé, il y a ce pourcentage qui est très faible. À l'intérieur, c'est là où je vais revenir par rapport à une communication qui a été faite. Et là, je jette un chapeau à GIZ, qui, en partenariat avec le ministère de l'Administration territoriale, a eu à mobiliser les gens, à former des formateurs pour sensibiliser sur le terrain par rapport aux enjeux des élections locales et aussi aux enjeux de la décentralisation. Mais on aurait souhaité que cela soit dans les localités les plus reculées pour que les gens puissent maîtriser l'importance. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc nous osons croire, comme je l'ai dit, que même s'il y a élection locale, il faut que les gens puissent maîtriser ces enjeux. Sinon, on risque de vivre des expériences d'autres pays comme le Bénin, où le maire est renvoyé par les citoyens de la localité. Et la loi prévoit que si de ce cas où le maire est de l'opposition et que les gens veulent transposer leur combat politique au niveau du conseil, la loi prévoit que le ministre de l'administration territoriale, sur rapport au gouvernement, qu'on dissout et qu'on mette en place encore une délégation spéciale. Donc on risque encore de revenir à cette délégation spéciale. Et par conséquent, les conseils doivent comprendre que nous allons au conseil pour promouvoir le développement, rien que le développement, et que nous devons nous départir de notre position partisane. Madi Diabakate, qu'est-ce qui n'a pas marché en termes de participation, puisqu'on fait le constat qu'elle est très faible? Parce que après le 20 décembre, les gens ont donné l'impression que bon, c'est parce que nous n'étions pas que les urnes ont été boudées. Je rappelle que dès qu'on a voté, le soir, on s'est empêché de dire 5% de participation, comme si eux, d'un claquement de doigts, ils peuvent mobiliser les gens dans les urnes, mais là, que nenni. Non, effectivement, vous savez, le jeu politique, chacun essaie de tirer le drap vers son côté. Et la véritable leçon de ce scrutin, peu importe le taux de participation, c'est juste que les Togolais envoient un message à leur politique. Gérez-vous, nous n'avons plus votre temps, nous allons nous... Toute la classe politique ou l'opposition en particulier? Bon, disons tous ceux qui ont pris part, parce que même aujourd'hui, on a vu une approche de listes indépendantes, d'organisations, de leaders de la société civile qui ont voulu quand même, ayant compris l'enjeu stratégique, ont voulu quand même s'impliquer. Malheureusement, le Togolais n'a pas encore compris pour accompagner. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, quoi qu'on dise, ces élections étaient attendues depuis 33 ans, mais elles sont venues de façon précipitée et ont été faites quand le régime lui s'est senti prêt pour y aller. Maintenant, embarras de choix, on y va, on n'y va pas, on va en rang dispersé, on fait comment?
c'est là où les acrobaties ont commencé. Vous allez plus loin. Les populations aujourd'hui sont au courant de tout avec les réseaux sociaux. On sait ce qui se passe dans les partis politiques. On sait comment est-ce que des gens ont constitué des listes. On sait combien de faire valoir il y a sur une liste et combien de personnes potentielles ou réelles il y a sur une liste. On a vu par exemple des gens qui avaient l'habitude d'être élus quelque part à l'intérieur, qui spontanément se sont rappelés qu'ils habitent Lomé et ont voulu être candidats sur des listes à Lomé où forcément ils n'ont pas la même assise. Donc, le Togolais envoie aujourd'hui un message très clair à sa classe politique, mais également, c'est un désaveu cinglant. Et c'est là où la vraie question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que les Togolais écoutent le PNP? Est-ce que les Togolais n'écoutent pas la classe politique en général, parce que depuis le début, malgré les arguments avancés par les autres de l'opposition, qui finalement ont préféré aller à cette élection, le PNP est resté ferme sur sa position. Aujourd'hui, des gens ont été, vous avez peut-être 2 conseillers municipaux, ce qui ne vous permet même pas d'avoir le contrôle du conseil municipal. Donc vous avez un titre de conseiller municipal de 6 ans, sans aucun revenu. Mais qu'est-ce que vous en faites? Donc, aujourd'hui, moi, à mon avis, c'est qu'il faut que les gens puissent tirer les leçons en se disant, nos populations nous envoient un message, elles ne sont plus prêtes à prendre part à des scrutins dans ces conditions. Et il faut que la CENI également perçoive ce message pour voir comment est-ce qu'elle peut faire des recommandations dans son rapport pour améliorer la confiance des Togolais. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure s'agissant de la Mauritanie. L'opposition, avant même d'aller, était prête à contester parce qu'elle n'a pas confiance. Il en est de même pour LAC14 et l'ANC et les autres coalitions rénovées qui étaient là. Les gens avaient ce doute en eux. Donc il faut qu'on essaie de ramener cette élection qui doit être une sorte de joie entre nous. D'accord. Alors, un autre aspect, les résultats, on va en parler rapidement. On l'avait dit, unir... je sais que chez les félins, c'est le lion, par exemple, c'est la lionne qui chasse, mais le lion mange en premier. Unir à la part du lion, 895 sièges, l'ANC 134, 131 pour la coalition des 14, 44 pour l'UFC et 33 pour le nouvel engagement togolais. Même si on additionne toute l'opposition, ça pèse rien devant le pouvoir. Oui, ça montre combien de fois que le pouvoir, c'est un appareil étatique. Et le pouvoir est plus représenté dans les différentes localités que l'opposition. C'est vrai qu'en termes de listes, UNIR a présenté plus de listes. Je pense occuper 94% des 117 communes. C'est ça. C'est par rapport à la représentativité. Donc l'opposition doit comprendre qu'elle n'est pas présente sur le territoire. Donc il faut revoir leur stratégie d'implantation. Comme vous l'avez dit, dans certaines localités, c'est uniquement la liste d'UNIR. Je crois 3 ou 4 localités, il n'y avait que la liste UNIR. Et là, ça va nous amener à faire un débat ici où les gens se retrouvent comme représentants d'un parti d'opposition dans le comité de lycée 4 ou bien dans les bureaux de vote et à la proclamation des résultats, ce parti n'a pas une seule voix. Donc vous comprenez que c'est un problème de représentativité. Il faut que l'opposition puisse prendre conscience de cet état et de recommencer par remobiliser la base et de pouvoir aller dans les localités les plus reculées pour que la population puisse sentir qu'il y a des partis aussi qui existent et non seulement à Lomé. Moi, je pense que l'opposition est représentée, sauf que l'opposition ne mutualise pas ses forces. C'est tout. Parce que si vous allez dans un village où les quelques peut-être 50% qui doivent être de l'opposition sont maintenant répartis entre 5 ou 6 partis politiques à s'activer là-bas. En fin de compte, vous avez beau tourner en rond, le pouvoir sera toujours majoritaire. Il faut être également conscient d'une chose. Qu'on le veuille ou pas, l'appareil d'État profite aux partis, au pouvoir. Et les gens en jouissent. Il y a un aspect, je parlais de l'aspect pénal même de la loi électorale. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, on vient de finir
des élections, il y a un seuil qui est fixé pour les campagnes. Qu'est-ce que l'autorité électorale compétente fait pour qu'on puisse avoir les comptes des campagnes, fait pour qu'on puisse sanctionner ceux qui sont allés au-delà des campagnes. Parce que ce qu'on a en réalité aujourd'hui, c'est une mercantilisation du vote. Les gens viennent avec tout ce qu'il faut pour... C'est un achat propre des voix. En fait, on ne le vend pas directement, mais on est dans une dynamique de l'achat des voix. Donc, si on est avec ce contexte, il est évident que lorsque un agent de l'État, pour un service qu'il rend et pour lequel il est payé, il demande maintenant qu'on vote pour lui, il y a problème. Mais, comme je le dis, nous avons des dispositions légales. Madi reste peut-être ce naïf, ce rêveur, qui croit toujours que la loi est là. Mais j'invite les uns et les autres, quand ils sont dans de telles situations, à toujours faire jouer la loi. Parce qu'à un moment ou un autre, cette loi, ou bien ces magistrats en qui certains n'ont pas confiance, finiront par leur donner raison. Avec 2, Bassar 4 au tissu de 1, on doit tout faire pour qu'ils votent rapidement. Oui, effectivement, on doit faire pour qu'ils votent rapidement, pour qu'on puisse connaître la configuration par rapport aux différentes collectivités et que le processus de développement, en fait, c'est pour ça que les concessions, qu'on puisse enclencher cela. Parce qu'on peut dire que le Togo est développé si chaque collectivité du Togo est développée. De toute façon, même si c'est 3 résultats, je pense qu'on a 1490, donc il reste 27 à pourvoir. Ça ne va pas changer grand-chose. Non, moi je pense que... Non, ça ne va pas changer grand-chose. Sinon que, quand on cite d'ailleurs ces communes, vous voyez déjà où est-ce qu'elles se retrouvent et quelle est l'image qu'on a de ces communes et autres. D'accord. Mohamed Madi Diabakate, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes politologue. Franck Kepomé, merci à vous aussi. Un plaisir pour moi. Directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. On est arrivé à la fin de Le Monde en 7 de ce samedi. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le samedi prochain, on est ensemble.